Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon bilan lecture du mois de septembre 2021. Est-ce que par hasard, je serai en retard? Chut. Alors oui, effectivement, je suis encore en retard. J'avais prévu de cette vidéo pour lundi dernier. Je la tourne, on est vendredi, voilà. Il va falloir que je sois un petit peu plus régulière, un petit peu plus assidue pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, puisque je ne sais pas si vous le savez, si vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'avez pas vu passer la nouvelle. Mon mari a trouvé du travail dans une autre région que la nôtre, donc on déménage bientôt, sous peu, quand on aura trouvé une maison, qu'un de nos dossiers sera accepté. Donc voilà, on est dans l'attente, on est un petit peu dans le rush mental, on va dire, pour préparer tout ça. Et moi j'ai décidé effectivement, pour poursuivre un petit peu mon congé maternité, de m'occuper un peu plus de ma chaîne, des livres, donner une chance en tout cas pendant quelques semaines, quelques mois, voir si ça marche un peu. Et bah voilà, après je reprendrai certainement un travail à 50%, un peu plus. Mais pour l'instant, voilà, je vais m'occuper un peu de mes romans. Donc il va falloir effectivement que je sois un peu plus assidue ici, surtout au départ. Donc, dans l'immédiat, assez parlé de ça, euh, je vais vous présenter de nouveau une dizaine de romans, puisque j'avais lu au mois de septembre, juste avant l'arrivée de notre fille, et un petit peu après, j'avais lu en tout cas une trentaine de romans, donc de romans ou d'essais, et je vais vous en parler tout de suite. C'est parti. Alors, le premier livre que je vais vous présenter pour cette vidéo, c'est Marcher la nuit de Martin Stephens, donc texte de patience et de résistance aux éditions des Clés de Brouwer. Donc, je vous l'avais dit pour Tu seras un homme, en fait, je voulais lire le même livre de cet auteur qui était Faire face, le visage et la crise sanitaire, qui n'était pas encore sorti en fait à l'époque où nous sommes allés à la procure avec mon mari. Donc, j'avais eu envie de tester d'autres textes de cet auteur avant de me lancer dans son essai sur la crise sanitaire. Ce livre-là était différent en fait de Tu seras un homme qui était vraiment très ciblé sur la thématique effectivement de la masculinité, de la virilité dans notre société actuelle. Ça, ce sont vraiment des textes en fait effectivement de patience et de résistance, des textes qui ont été publiés effectivement pendant le confinement, il me semble, voilà, pendant ces périodes pas évidentes, mais dans des revues, c'est des chroniques en fait, voilà, pour la croix et la vie. Et en fait, ces textes ont été rassemblés selon un ordre spécial euh, qui parle en fait des rois mages. J'ai trouvé l'idée assez intéressante. Alors je dois vous avouer que les textes en eux-mêmes, je m'en souviens pas forcément. Je me souviens qu'il y avait à la fois pas du trait philosophique, mais des thématiques qui sont effectivement plus abstraites, et d'autres on avait un point de départ, c'était le quotidien du matin, c'était un objet de la vie courante, et ça j'ai trouvé plutôt sympa. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est d'avoir cette progression dans les rois mages, puisqu'effectivement en fait on a les trois grands chapitres, et au début de chaque chapitre on a une petite parole, en fait, comme si chaque roi mage parlait et, euh, et comment dire, décrivait un petit peu son parcours jusqu'au Christ ou ce que le Christ lui a apporté. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, ça a été. Je pense que c'est un texte qu'on peut à la fois piocher, pardon, c'est un livre dans lequel on peut à la fois piocher un texte comme ça et le lire, le savourer, le méditer, ou alors le lire d'une traite comme moi et puis y revenir de temps en temps. Voilà. Je trouve que c'est un ouvrage qui est assez intéressant à lire, surtout pour les réflexions sur les rois mages. Et moi, peut-être que j'ai pas assez approfondi dans chaque thématique de roi mage les textes qui peuvent être. J'ai pas fait le lien entre chaque texte et le roi mage qui était présenté avant. Je le ferai peut-être une autre fois. C'est à voir. J'ai la très légère impression que cet avis n'était pas très constructif. Ça arrive. Après ça, pardon, j'ai lu un roman assez court. Il s'agit de Épipaulette de Barbara Constantine aux éditions du Livre de Poche. Je n'ai plus le livre en présentiel puisque je l'avais pris dans la boîte à livres de notre quartier et que je l'ai redéposé en fait après lecture. Et j'avais pioché ce livre dans la boîte à livres parce que Madison de Un chat dans la ville sur Instagram en avait fait une grande éloge et je m'étais dit bon bah pourquoi pas. Et en fait, c'est une lecture que j'ai pas mal appréciée parce que c'est le récit en fait de plusieurs personnes âgées qui vont se retrouver un peu en colocation au lieu de partir en EHPAD. Elles vont se faire leur petit chez elles, mais c'est très progressif et c'est un ajout à chaque fois avec des personnes qui se connaissent en fait depuis des années du même village, qui ne se sont jamais forcément liées d'amitié ou peut-être voilà qui se sont liées d'amitié très fortement. Et ça va donner une espèce de communauté qui est à la fois très drôle, très tendre, et qui va aussi accueillir des plus jeunes, notamment une infirmière, parce qu'ils en ont besoin. Et ça donne une colocation qui est très très touchante. Enfin moi les récits intergénérationnels, ça me parle beaucoup. Et si on ajoute les petits-enfants qui viennent rendre visite aux grands-parents, ça donne vraiment un mélange
que je trouve très très touchant. Et la seule chose que voilà pour lequel peut-être j'ai pas gardé le livre, sinon je l'aurais peut-être gardé, c'est que la fin m'a laissé m'a un peu dépitée parce que je m'attendais à une note plus joyeuse, plus tendre justement, et je l'ai trouvée un peu froide. Ça m'a, vous savez, les fins ouvertes qui laissent, voilà, la manière dont c'était présenté m'a pas forcément plu. Du coup, ça m'a laissé sur une note pas amère, mais j'étais un petit peu déçue à la fin. Donc voilà, ça arrive, mais en tout cas, c'est un récit que je trouve très très tendre et voilà, ces récits intergénérationnels sont toujours très très chouettes et pour moi, ça a été une vraie pause, un vrai bonbon à savourer, un bonbon tout doux. Après ça, j'ai fait une lecture en anglais. J'ai lu le premier tome de The Remnant Chronicles, The Kiss of Deception, de Mary E. Person, aux éditions Squarefish. Alors, effectivement, en fait, j'ai lu la version anglaise au moment où la version française est sortie, donc sous le même titre, The Kiss of Deception. Je crois qu'elle est sortie chez La Martinière. Peut-être que si je me trompe, je vous mettrai du coup la bonne édition ici. Si c'est pas le cas, c'est que je me suis pas trompée. Alors c'est une lecture que j'avais envie de faire depuis, enfin voilà, il était dans ma wishlist depuis des années et voilà, je vous avais expliqué dans le book haul effectivement que si je l'avais pris, c'est parce que j'avais acheté le spin-off avant de lire la série, donc autant lire la série avant. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture que voilà, parfois le niveau d'anglais était un poil au-dessus du mien, donc j'ai pas compris certains termes, certaines descriptions, mais j'ai compris l'essentiel et la majeure partie du récit et j'ai été tellement prise dedans, c'était génial de suivre en fait cette princesse qui refuse un mariage arrangé avec un prince et qui va s'enfuir, devenir une barbette, si vous voulez, enfin une serveuse, dans une ville reculée avec une de ses plus proches servantes qui est sa meilleure amie en fait. Et en fait, elle va être rejointe par un assassin qui a un contrat sur sa tête et le prince en question qui s'est fait conduire voilà, au pied de l'autel. Sauf qu'aucun des deux ne va se présenter comme tel. Et puis il va y avoir voilà, une espèce de triangle qui va se mettre en place. Et le récit est à la fois prévisible, effectivement, parce qu'on a cette espèce de triangle amoureux qui n'en est pas vraiment un, ou si. Euh, qui se met en place, ce jeu de dupes qui se met en place, et en même temps, voilà, c'est ce côté politique aussi qui émerge au fur et à mesure de la lecture, parce que c'est quand même effectivement une histoire d'alliance entre des royaumes, aussi ce petit côté surnaturel qui pointe un petit peu, et effectivement une intrigue qui aussi va de rebondissement en rebondissement. Moi, je suis arrivée à la fin, j'ai fait... Mais attends... On est d'accord que dans la lecture, j'avais pas compris le truc correctement. Ou alors je pense que c'est un twist en fait que l'auteur a fait et plus ça va, plus je me dis que c'est un twist que l'auteur a fait et que du coup quand c'est révélé, j'étais là, c'est trop bien. Et je suis en plein dans le tome 2 que je lis du coup doucement parce que ça demande plus d'effort mental qu'un livre en français. Même si je lis la nuit pendant les tétés. Et ben le deuxième tome est aussi hyper surprenant parce que du coup on a encore ces personnages dans une autre situation. Et là aussi, pareil, il y a des rebondissements qui font qu'il y a du côté fantasy qui surgit qui me plaît énormément. Enfin, en plus, le style de narration de Mary et Person est hyper prenant. On a plusieurs personnages qui parlent, sachant qu'on suit toujours effectivement l'héroïne Lia. Mais on est avec aussi Caden et avec Raph. Et il y a un mystère qui plane, il y a cette intrigue, il y a ce truc, voilà, ce triangle qui se met en place, c'est vraiment ce triangle d'intrigue avant même d'être triangle amoureux. Donc moi j'apprécie énormément et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe jusqu'à la fin du tome 2 et même jusqu'à la fin du tome 3, donc je peux que vous le conseiller. Donc en plus, si vous lisez pas en anglais, il est sorti en français, donc allez l'acheter pour être sûr d'avoir la suite en français. Parlons maintenant d'un recueil de textes sur lequel j'ai pas grand avis. Je vous avoue que je vais le passer assez vite celui-là parce que je vais vous le présenter, ça peut être une idée pour quelqu'un, mais moi, il m'a pas tant percuté que ça. Il s'agit de Nous sommes riches de nos pauvres, donc c'est un collectif d'auteurs, puisque ce sont les pères de l'Église contre l'argent, la finance et le toute économie, dans la collection Spiritualité de chez Lexio, donc il me semble que c'est l'édition du Cerf. Donc effectivement, on a Basile de Césarée, on a Augustin d'Hippone, Jean Chrysostome, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, voilà, on a plusieurs auteurs en fait, voilà, qui nous parlent en fait de la richesse, de la pauvreté et du devoir des riches envers les pauvres. Et c'est une réflexion intéressante, mais moi je vous avoue que ce sont des textes choisis parmi leurs homélies. Alors oui, elle m'a fait réfléchir sur la richesse et sur la pauvreté, sur le devoir, encore une fois, effectivement, que les riches, quelque part, ont envers les pauvres et comment on devrait répartir les biens.
Mais quelque part, je crois que je me suis sentie un peu détachée de ces textes parce que je les trouvais pas adaptés quelque part à notre société. J'aurais peut-être trouvé un texte plus percutant, plus récent par rapport au capitalisme, à tout ça. Ça aurait été parce que je trouve que le petit résumé là-dessous parle pas vraiment de ce que j'ai croisé dans le livre. Bon, après, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait assez de liens, je ne sais pas. Mais ça m'a moins parlé que des textes plus récents, même si effectivement c'était intéressant de lire comment ils percevaient ça à l'époque et comment ils pouvaient haranguer effectivement les gens à la messe ou dans leur discours. Donc c'est intéressant, ça fait réfléchir, mais pour moi c'était pas le plus percutant des livres sur le sujet. Voilà. Maintenant, on va passer à des livres en numérique. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'avais fini ma pile à lire papier, ou presque. Et j'ai décidé de lire en fait en numérique, de lire ce que je pouvais dans Amazon Prime, donc l'abonnement Amazon Prime que j'avais. Et ensuite, je me suis du coup pris l'abonnement Kindle, comme je vous l'avais dit dans la vidéo Book Haul. Et ça a été la débandade. Donc, le premier livre que j'ai lu en fait grâce à Amazon Prime, il y en a deux, c'est Toi et moi, désastre assuré de Madidé en auto-édition. Et ça l'a pas fait. Je suis désolée de le dire, ça ne l'a pas fait. Je voulais lire j'avais besoin de romances contemporaines, de récits dynamiques, voilà, de choses sans prise de tête, des petites histoires d'amour sans prise de tête, mais qui pourtant sont réalistes et me font réfléchir. Alors, soyons très honnêtes, le récit a été hyper prenant. Je l'ai lu en moins de 24 heures. J'ai aimé l'alternance des personnages. Le récit est hyper addictif. Ça, c'est un fait. Madidé a vraiment réussi son coup. Le récit est très très fluide. Par contre, au niveau réalisme de la relation en elle-même, que dalle. Que dalle. Je n'ai pas du tout adhéré au caractère des personnages. Pourtant, l'idée de base était super intéressante que les deux personnages se rencontrent dans un accident de voiture. Je trouvais ça hyper fun. Sauf qu'en fait, ils se recroisent et imaginez un petit peu. J'ai pas pu l'expliquer dans mon post Instagram, c'était trop long. Mais on a donc une héroïne qui va chez son frère qui tient un bar avec son père. Voilà. Et en fait, le gars qu'elle a percuté, c'est le meilleur ami de son frère. Mais elle ne le connaît pas. Alors qu'ils se connaissent depuis plusieurs années. À quel moment c'est possible? Oui, mais la nana, en fait, elle a été mise en pensionnat en Angleterre pendant des années. Oui, mais quand même, je sais pas, ça fait déjà plus d'un an qu'elle est de retour. À quel moment ils n'ont pas pu se croiser? Sachant qu'apparemment, le gars en question de la voiture passe son temps fourré dans le bar de son meilleur ami. Autant vous dire que voilà, j'ai commencé à grimacer, à me dire, il y a un manque de réalisme là-dedans qui est. Voilà, mon radar à incohérence, il a commencé à faire pip, pip, pip. Et il y a eu plein d'autres choses comme ça dans la relation qui se tissent. Des crises de jalousie alors qu'ils ont passé qu'une seule nuit ensemble et que la veille, elle faisait tout pour le rejeter. Et vraiment, hein, c'était pas genre un faux rejet, genre je fais preuve d'orgueil parce que je veux pas montrer quoi que ce soit. Et j'ai trouvé vraiment que c'était mal construit. Alors que, et c'est très étrange, les personnages secondaires et la relation qui est tissée par rapport aux personnages secondaires, de l'héroïne ou du héros par rapport aux autres personnages, est hyper construite, elle est hyper réaliste. La relation notamment de l'héroïne avec son père a été très touchante pour moi, sur sa manière qu'il a de la voir, effectivement, de ne pas la laisser grandir, de ne pas lui autoriser, voilà, de la juger encore comme une enfant. Et j'ai trouvé ça très, très joli en fait. Mais la relation, l'histoire d'amour au milieu, elle paraît mais tirée par les cheveux à un point difficilement concevable. Après, je l'ai lu jusqu'au bout, je voulais savoir effectivement, mais tout au long de ma lecture, je me suis posé des questions en fait. Je me suis dit non, ça colle pas, ça c'est trop gros, donc c'est dommage. Je retiens, voilà, pour moi ça a été une déception, même si comme je vous l'ai dit, le récit est hyper addictif, il y a une alternance des points de vue qui est hyper intéressante. Les relations avec les personnages secondaires sont très touchantes, mais en soi, pour moi, la relation entre les deux personnages, dans cette romance, elle est juste invraisemblable. C'est très dommage. Ensuite, toujours grâce à Amazon Prime, j'ai lu Plage, Tongs et Quiproquo de Clémence Lucas, donc aussi en auto-édition. Je profite de découvrir des auteurs en auto-édition maintenant, du coup c'est chouette. L'abonnement Prime et l'abonnement Kindle me permettent ça, c'est très très chouette. Et là j'ai commencé et je me suis dit, ah non, on va repartir sur un truc de stéréotype, j'espère que ça va changer parce que ça va pas le faire. On a une nana qui... Alors le début était déprimant. Si vous voulez le lire, le début est déprimant. Après ça va beaucoup mieux, mais le début est déprimant. On a une héroïne qui sort avec son boss. Pas le bon bail. C'est pas le bon bail. Et elle trouve le boss
Ouais, je crois, elle trouve le boss en train de coucher avec une autre femme dans son bureau, je crois. Donc ça commence très mal, et puis bah, du coup ça se passe pas bien. Il lui fait des reproches, évidemment, voilà. Il l'envoie, parce qu'elle est journaliste, il l'envoie faire un reportage sur une île paumée, voilà, où il y a un avion tous les 4 matins, et puis ça se passe pas très bien. Tout ça pour aller faire un reportage sur le lancer Tong. Autant vous dire qu'elle se dit, voilà, il s'est bien foutu de moi. Elle va faire la rencontre effectivement de locaux, voilà, et d'un gars qui ressemble effectivement à un Maori, vous savez. Et là, vous imaginez tout de suite le stéréotype du gars qui est hyper musclé, bien bronzé, voilà, hyper sexy. C'est ça. Mais après, fort heureusement, Dieu soit loué, euh, on part sur une romance qui est un peu plus développée, avec des liens familiaux qui se tissent aussi. Et ça, j'ai trouvé, c'est ce qui a rattrapé, parce qu'au début, j'étais dépitée, encore une fois. Je pense qu'il y avait le reste de ma lecture précédente. Et là, on part sur autre chose qui est vraiment plus intéressant, sur effectivement, qu'est-ce qu'on choisit de vivre, sur la place de la famille, la place des liens fraternels. Et voilà, ça a été une romance qui a été au final toute douce, très intéressante, et qui m'a... Bon, alors le lancer de tongs, c'était un peu bizarre, mais en soi, c'était assez chouette, et j'ai beaucoup aimé aussi la réflexion sur le devoir familial, et sur la place qu'on s'offre aussi pour vivre ça. Comment dire, pour vivre ce qu'on a à vivre nous. Est-ce qu'il faut nécessairement se mettre totalement de côté pour accomplir ce qu'on a à accomplir, ou est-ce qu'on peut se laisser une porte ouverte pour vivre notre histoire d'amour, pour tout ça. J'ai aimé ces conflits qui étaient présentés, et puis voilà, au final, le récit aussi est très dynamique, les répliques sont réalistes et aussi très dynamiques, donc ça a été un plaisir à lire ensuite. Donc une jolie lecture que je peux vous conseiller, même si pour moi c'était pas la meilleure romance contemporaine, parce on part sur un début bizarre, pas chouette, et qu'après on reste quand même effectivement avec un gars, voilà, encore hyper musclé, machin. Mais sinon, c'était quand même une lecture qui m'a bien transportée, et que j'ai pris plaisir à lire jusqu'au bout. Passons maintenant à la suite, c'est-à-dire aux livres qui viennent de l'abonnement Kindle. Je vous avoue que si j'ai craqué sur l'abonnement Kindle, en tout cas pour l'offre d'essai au départ, c'est parce qu'il y avait quasiment toutes les romances de Tamara Bayana, et que j'aime énormément ce qu'elle fait. J'aime sa présence sur les réseaux, et j'aime vraiment ces romances que je trouve très réalistes, bien contemporaines, enfin voilà, c'est très dynamique, et il n'y a pas beaucoup de scènes osées. Il y en a généralement une, il me suffit de la switcher, et après c'est bon. Et ça, vous ne pouvez pas savoir comme c'est agréable de ne pas avoir 20 000 scènes osées dans des romances. Voilà. Alors, dans Toi et moi, Désastre assuré, il y en avait un peu trop. Dans Plage Tanguy Quiproquo, il me semble qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais voilà. Chez Tamara Baliana, je sais que je vais être tranquille. Donc, j'ai lu Love Me If You Can, donc de Tamara Baliana. Il me semble que c'est en auto-édition. À moins que ça soit chez Monlake Édition, je vous remettrai ici le vrai truc. Et en fait, c'était un personnage que j'avais déjà vu dans Love in Provence, et que j'avais apprécié, même si j'étais assez perplexe, parce que en fait, c'est un personnage effectivement qui avait beaucoup de conquêtes. Olivia avait beaucoup de conquêtes, et je me suis demandé comment elle allait vivre son histoire d'amour. Est-ce que voilà, est-ce que j'allais me faire avec son caractère. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié son histoire aussi. Elle postule pour un poste à Cannes, dans un grand hôtel, et elle va se retrouver en fait avec son ex, qui lui a un peu beaucoup brisé le cœur. Et est-ce qu'elle va se remettre avec lui? Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Et au départ, j'étais pareil comme dans Love in Provence. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être ça? Parce que pour l'instant, ça me convainc pas trop. Ça peut être intéressant, mais je suis pas sûre du chemin qu'elle emprunte. Et finalement, on a Tamara Baliana qui décide de faire un twist et de nous donner quelque chose de beaucoup plus intéressant, et une histoire d'amour qui m'a bien plu, et qui prend son temps aussi, et en même temps donne quelque chose de très touchant. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce qui se tissait, et de voir les deux se rapprocher. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et encore une fois, voilà, ça m'a donné envie de repartir dans le sud de la France, d'aller visiter un peu la Provence, Cannes, tout ça. Parce qu'il y a ce côté effectivement français, et ce contexte qui est mis en place, et qui donne un goût spécial à la romance, qui n'est pas négligeable. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le caractère d'Olivia, la manière dont ça a été développé, la manière dont elle évolue ensuite. Et j'ai bien aimé aussi le personnage masculin, qui a un travail qui me parle, et qui du coup aussi a
à ses réticences et chacun va aussi un peu faire un pas en avant. Donc ça a été une romance que j'ai vraiment, vraiment pris plaisir à lire et dont je garde un souvenir très chaleureux en tout cas. Après ça, j'ai lu le tome 1 des Gardiens de Vigilis, donc la dernière vaticinatrice de Pamela McMorris, en auto-édition aussi. Donc Pamela est une de mes lectrices de Projet Espoir, elle aime énormément Projet Espoir, elle a fait beaucoup de tubes et voilà, j'étais curieuse de la lire et j'espérais pouvoir lui faire une bonne pub, d'apprécier son livre aussi. Petit spoiler, ou pas du tout, c'était une très chouette lecture et j'étais très contente de la lire et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Donc en fait on se retrouve avec une héroïne qui débarque à Vigilis. Voilà, on arrive directement dedans, elle débarque à Vigilis, elle vient y chercher des réponses parce que sa mère lui a dit qu'elle pourrait en trouver par rapport à son père, qui a disparu des années auparavant. Et elle se retrouve embarquée dans un nouveau monde avec des nouvelles coutumes et en fait elle semblerait-il, elle fait partie de ce monde. Elle n'en a jamais fait partie mais en fait elle est un élément, elle en fait partie. Donc elle va apprendre des tonnes de choses. Et donc c'est à la fois un récit initiatique fantasy, effectivement, elle découvre, elle apprend, elle doit se former. Et voilà, on a aussi comment dire, une intrigue qui se met en place avec pas des complots, mais il y a des mystères qui sont plantés avec l'héroïne et qui est témoin de choses voilà, qui sont pas forcément qui sont pas normales dans ce monde-là. Et du coup, est-ce qu'elle va pouvoir agir ou pas? Est-ce qu'elle est responsable ou pas? Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui se mettent en place en même temps que sa formation en elle-même. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a un mix en fait de différents mythes qui sont rassemblés de différentes manières. Des vampires, des elfes, un petit peu tout ça qui sont mixés à la sauce de Pamela McMorris et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, ça a donné une histoire avec des personnages qui sont assez hauts en couleur, euh, qui, sont, euh, qui sont attachants aussi. Et voilà, aussi un récit dynamique. C'était quand même pas évident de commencer directement dans une action et expliquer les choses après, mais elle s'en est très très bien sortie. Et pour moi, voilà, c'est qui ai du mal à lire de la fantasy actuellement, et depuis quelques semaines d'ailleurs, ça a été un beau challenge relevé en tout cas. Donc je vous le conseille. Si vous voulez découvrir de la fantaisie française assez sympa, n'hésitez pas à aller regarder celui-là. Après ça, retour à de la romance contemporaine et même retour à un récit de Tamara Bayana. J'ai lu le tome 1 du Domaine des Manons, donc Quand l'amour s'en mêle. Il me semble que ça, je ne sais plus, pareil si c'est Monde Like édition ou de l'auto-édition, donc je vous remettrai ici. Alors, j'avais déjà lu en fait le tome 2 du Domaine des Manons, L'amour est dans le chai. Oui, L'amour est dans le chai. Et en fait, voilà, j'ai découvert un personnage que j'avais juste à peine croisé, Solène, dans le tome 2. Donc on découvre son histoire avec Léo dans le tome 1. C'est une histoire, en fait, Solène doit préparer le mariage de sa meilleure amie. Et sa meilleure amie a une sœur qui s'appelle Léonie. Et du coup, pour préparer l'enterrement d'une jeune fille, elle lui écrit un mail. Sauf que Léonie a un homonyme à Paris qui a quasiment le même mail qu'elle, Léo. Et du coup, va commencer un échange de mails comme ça entre les deux et une histoire qui va gentiment se créer alors que c'était pas du tout prévu au départ. Donc c'est une histoire presque invraisemblable mais qui tient en fait remarquablement bien la route et que j'ai vraiment apprécié de lire. Surtout qu'il y a quelque chose qui débarque, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une thématique qui débarque en plein milieu du livre que je ne pensais absolument pas voir surgir et qui a donné une profondeur au récit qui m'a énormément plu et qui me parle énormément. Euh, pour vous mettre la puce à l'oreille, si vous voulez, j'ai travaillé là-dedans. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée et je l'ai trouvé très bien abordé au niveau des différentes catégories, au niveau de la sensibilité de l'entourage, du personnage en lui-même et de la relation amoureuse. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Sans parler aussi d'une d'un point qui est soulevé par Léo, par le personnage masculin, par rapport à son contexte familial et par rapport à ce qu'il peut vivre, voilà, ce qu'il a pu vivre plus tôt. Et j'ai aimé cette sensibilité aussi et j'ai trouvé tout très bien abordé de façon très juste. Donc voilà, en plus c'était une histoire d'amour très touchante. J'ai trouvé les personnages très touchants et en plus de ça, voilà le background, si vous voulez, derrière de chacun m'a rejointe et je l'ai trouvé juste. Donc je peux que vous la conseiller parce que ça a été sur les 4 tomes, puisque du coup j'ai eu les tomes 2, 3 et 4 ensuite. Sur les 4 tomes, je trouve que les deux premiers sont à mon sens les meilleurs. Chacun a des thématiques, mais voilà, les deux premiers tomes m'ont peut-être le plus parlé
et surtout ce premier tome qui a quelque chose une profondeur que les autres romances de Tamara Baliana n'ont pas forcément. Donc je vous le conseille parce que c'était vraiment très très chouette. Dernier livre que je vais vous présenter pour cette vidéo parce que sinon la suivante sera vraiment très très longue. Il s'agit de Résister aux mensonges de Rod Dreher, donc Vivre en chrétien dissident aux éditions Artege. J'avais déjà lu un essai de cet auteur qui s'appelle Comment vivre en chrétien. Attendez que je vous dise pas n'importe quoi. Hop. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Alors, ce livre m'avait déjà beaucoup fait réfléchir, je vous en avais parlé, et même ça vous a donné pour certains l'idée de me demander un top 10 des livres qui m'ont le plus chamboulé, qui m'ont le plus fait réfléchir en tant que chrétienne. Donc voilà, définitivement, Rod Dreher fait des livres qui font réfléchir. Dans Résister aux mensonges, effectivement, il parle des sociétés, notamment communistes, et de comment les chrétiens ont vécu à l'époque leur chrétienté, comment ils n'ont pas abdiqué leur foi et comment on peut s'en inspirer en fait pour notre société actuelle parce qu'effectivement il voit beaucoup de parallèles en fait et plusieurs personnes qui ont vécu sous des régimes communistes comme ça, totalitaristes, voient beaucoup de parallèles avec quelque chose qui, enfin, des choses qui se mettent en place et pas des mœurs mais des traits sociétaux effectivement qu'on nous force un petit peu à absorber alors que dans la chrétienté normalement non. Donc voilà, il y a toute une critique de notre société actuelle et comment effectivement résister aux mensonges, comment résister à cette grosse vague post-chrétienne si vous voulez, enfin post-moderne, tout ce que vous voulez. Et c'est très intéressant de voir le parallèle effectivement, encore une fois on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais les ponts qu'il fait entre les deux sont à la fois effrayants et aident peut-être à prendre conscience et à se positionner sur comment on va vivre ça, comment on va vivre aujourd'hui, comment on va vivre demain, quel choix on fait pour vivre notre chrétienté et quelles armes quelque part on met en place dans notre propre vie au quotidien pour refuser d'entrer dans une marche qui pourrait nous être fatale et de ne pas renier nos principes, notre foi en fait. Donc c'est comme voilà, je lis, c'est incisif, effectivement, c'est incisif et lucide et ça fait peur. Ça fait peur, je vous avoue que j'étais pas très très tranquille en le lisant, mais j'étais déjà pas très très tranquille en lisant Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Mais voilà, il dresse un bilan et il donne des pistes et, tout en faisant le parallèle avec des témoignages, avec comment c'était vécu à l'époque, avec des figures du siècle dernier et c'est très intéressant. Je pense que c'est un livre à lire, que les deux livres d'ailleurs sont à lire pour vraiment réfléchir sur comment on va vivre et qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse et comment on le fait. Et qu'est-ce qui est à notre portée. Voilà, je pense que c'est vraiment un bouquin qui vaut la peine d'être lu et que voilà, je vous le conseille vraiment, que vous soyez chrétien ou non, peut-être pour voir un petit peu ce qui se dit, mais c'est très très intéressant, très enrichissant. Voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo qui risque déjà d'être assez longue. Je papote encore énormément, je crois que le fait de me dire que j'ai de la place, j'en profite. Donc je vous donne rendez-vous, j'espère, la semaine prochaine pour la partie 3 de cette vidéo, enfin de ce bilan lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures qui vous intéressent, si vous les avez déjà lues, si voilà, elles vous tentent ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait de belles lectures au mois de septembre. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour effectivement cette partie 3, pour tout ce qu'il y a à dire pour le mois d'octobre aussi, et peut-être pour d'autres vidéos format spécial que j'ai en tête. Beaucoup d'idées, j'espère pouvoir réussir